Bien, bonjour à toutes et tous, ici dans la salle et en ligne. Donc, bienvenue à ce 5e ou 6e webinaire du CN2R. Le CN2R, donc un petit mot sur ce groupement d'intérêt public qui a été créé en 2019 et qui a pour mission d'apporter les ressources nécessaires pour agir face au psychotraumatisme et permettre aux personnes concernées de récupérer ou de retrouver le mieux possible une qualité de vie satisfaisante après la confrontation à un événement traumatique. Parmi les actions du CN2R, les webinaires chers au professeur Bobet, qui a été l'auteur de l'idée initiale, c'est d'enrichir et de rendre accessible l'un et l'autre les connaissances actuelles sur le psychotraumatisme. Aujourd'hui, nous avons vraiment le grand plaisir, après avoir passé une partie de la journée avec lui. Même avant, on goûtait déjà au plaisir avant, mais bon, c'est encore acutisé en fin d'après-midi, avec Greg Descamps qui va nous proposer ce webinaire autour des violences sexuelles dans le sport. C'est un peu un sujet qu'il connaît bien. Donc Greg Descamps est enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé. Il est aussi l'auteur du rapport ministériel sur les violences sexuelles dans le sport, qui a été remis en 2009, à l'invitation de Roselyne Bachelot à l'époque, quand elle était ministre des Sports. Il a aussi présidé pendant 6 ans la Société française de psychologie du sport, et il est l'auteur de plusieurs ouvrages dans le titre desquels figure régulièrement la psychologie du sport et de la santé, ce qui ne va pas vous étonner. Mais on ne peut pas enfermer Greg Descamps dans cette thématique des violences sexuelles dans le sport, puisqu'il a aussi d'autres cordes d'intérêt. La pratique, bien sûr, en lien avec la pratique sportive intensive, les addictions, avec aussi un focus sur les populations étudiantes, qui est un terrain clinique qui nous a aussi intéressé beaucoup pendant le Covid, notamment au CN2R. J'ai lu dans votre CV une ligne dont on a peu parlé au cours de cette rencontre dans la journée, mais l'adaptation psychologique aux expéditions polaires ou dans les situations isolées et confinées. C'est pas non plus sans rapport avec ce qu'on a pu connaître, alors toute proportion gardée, avec l'épidémie récente. Bon, bref. Au cours de votre intervention, je parle bien sûr là plutôt au public, Greg Descamps présentera les risques spécifiques du milieu sportif en ce qui concerne les violences sexuelles. Il décrira les formes de violences sexuelles, leur prévalence, les contextes de survenue, les caractéristiques des victimes et les répercussions psychologiques éventuellement traumatiques qu'elles peuvent avoir, mais également des profils des auteurs et des stratégies de prévention adaptées, du moins les conseils qu'ils pourraient nous proposer. Donc je terminerai en remerciant tous ces gens qui se sont inscrits à ce webinaire. Ils sont très nombreux, comme souvent, mais sur un sujet comme celui-ci, plein d'actualités à différents registres. D'ailleurs, peut-être vous en parlerez dans votre présentation. Donc, un grand merci à vous tous. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Greg Descamps. Bien, tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi que de venir échanger avec vous. Quand j'interviens de cette façon sur ce sujet, je considère toujours que je ne suis pas là non plus pour indiquer ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut penser, mais aussi et surtout recevoir les questions, les interrogations qui peuvent être celles des auditeurs qui sont soit dans la salle, soit en ligne, parce que ces questions, effectivement, ça permet toujours de progresser quant à la façon d'étudier ces phénomènes sur le plan scientifique, mais également de communiquer sur ce sujet. Alors effectivement, pour la petite anecdote sur les études que j'ai pu mener pour l'Institut polaire français en environnement isolé confiné. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y a maintenant une vingtaine d'années, quand je travaillais là-dessus, les études sur le confinement, ça n'intéressait pas grand monde. Moi, en tant que psychologue de l'Institut polaire,
J'avais le petit surnom en France d'être le psychologue des pingouins, donc ce qui n'était pas forcément... Et puis soudain, il y a quelques années, les psychologues qui travaillaient sur le confinement, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup et puis qu'ils étaient bien sollicités pour donner leur avis. Alors, c'est quoi le lien? Les expériences d'isolement confinement, elles sont considérées comme des situations de stress extrême, situations d'origine volontaire, puisque les personnes qui partent travailler en Antarctique le font de leur plein gré. Hein, elles candidatent et elles sont recrutées pour cela. Ce qui ne m'empêche pas de travailler sur les situations extrêmes subies. Et le sujet que je vais traiter là aujourd'hui fait partie de ces situations subies, cette problématique qui est celle des sportifs exposés à des violences à caractère sexuel. L'idée étant ici de vous présenter, au-delà des données qu'on peut avoir sur le sujet, via le rapport ministériel qu'on a, avec mon équipe, été amené à remettre il y a maintenant 15 ans. Bien de s'intéresser à ce que sont les contextes de survenue, à ce que sont les profils des victimes et surtout de ce que peuvent être les répercussions psychologiques et traumatiques de ces violences chez les victimes, mais également s'intéresser aux auteurs. Je terminerai par cela puisque c'est aussi en regardant ce que peuvent être les modes d'action et les modes opératoires des auteurs qu'on peut aussi penser, ça fait partie des choses importantes, à la façon d'améliorer ou en tout cas de gagner en efficacité quant à la façon de faire de la prévention, de l'éducation, de la sensibilisation et de la formation sur le sujet. Alors bien évidemment, je commencerai par vous parler de l'environnement sportif. Et alors forcément, dans une année telle qu'une année de JO, de surcroît en France, l'environnement, enfin tout ce qui touche au sport, on va dire, si on devait faire des associations sémantiques ou en tout cas étudier tout cela, on serait plus du côté de la fête, de la célébration, des médailles, de la victoire. Voilà, bon, il ne faut pas non plus occulter le fait que, et c'est important de le prendre en compte sur un sujet tel que celui-ci, que le milieu sportif est un milieu qui est très vulnérabilisant par rapport à un certain nombre de problématiques de santé, à un certain nombre de problématiques corporelles. Lorsqu'on est sportif, de moyen, bon ou très bon niveau, on est quelqu'un qui est plus exposé que n'importe qui d'autre au fait de se blesser. Lorsqu'on est sportif, on est plus facilement exposé à des problématiques tournant autour de l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est ce qui fait fonctionner la machine sportive étant le corps. Mais à la limite, si on fait le parallèle avec les sports automobiles, vous voyez à quel point il y a des équipes qui sont nécessaires pour s'occuper de l'outil de performance des pilotes. Dans la plupart des autres sports, l'outil de performance, c'est le corps, et il appartient au sportif lui-même de bien s'en occuper en appliquant les conseils que le staff est là pour lui fournir. Donc on pourrait partir du principe qu'un sportif, c'est quelqu'un qui est bien entouré, qui est bien préparé, c'est généralement le cas, mais le monde sportif est un environnement qui malgré tout est particulier et qui, pour ce qui est des problématiques liées aux violences sexuelles, à des modes de fonctionnement qui sont un peu singuliers et qui diffèrent de ce que peut être notre environnement de tous les jours. Regardons un peu, si je dois dresser un peu une liste de ce qu'il convient de retenir selon moi, je dirais tout d'abord que l'environnement sportif, c'est un milieu dans lequel les faibles n'ont pas leur place. On ne s'intéresse qu'aux plus forts, on ne s'intéresse qu'aux meilleurs. Les faibles, ils ont vocation à abandonner. Ils ont, s'ils n'abandonnent pas, vocation à être un peu laissés de côté pour qu'on s'intéresse en priorité aux plus forts pour les amener au plus haut niveau. Bon. Donc il ne fait pas bon d'être faible dans le milieu sportif et donc il ne fait pas bon de se signaler comme étant en état de faiblesse, si temporaire soit-il, cet état de faiblesse. Mais on ne va pas s'autoriser
à le dire. Le milieu sportif, c'est également un milieu dans lequel on apprend à se soumettre à l'autorité. On ne discute pas, on ne bronche pas, on applique les règles, on fait ce que les personnes qui savent ce qui est bon pour nous disent. Il y a un certain nombre de personnes dans cet environnement qui ont autorité sur nous et vis-à-vis desquelles on se doit d'appliquer les règles parce que de toute façon, si on ne les applique pas, eh bien, on ne va pas être accepté à l'entraînement, on ne va pas être retenu pour le stage de préparation équipe de France ou tout simplement on ne va pas être sélectionné pour telle ou telle ou retenu pour telle et telle équipe. Donc on se soumet et on fait ce qu'on nous dit de faire. Le milieu sportif, c'est également un milieu dans lequel on accepte d'endurer beaucoup de choses, à commencer par la douleur physique et un certain nombre de souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. La douleur, c'est évident, puisque ne serait-ce que la préparation sportive, la préparation physique a vocation à repousser les limites. Alors ça, c'est les scientifiques sont là également pour aider à programmer des séances de préparation physique de façon à accroître la force, etc., en utilisant les phases de récupération. Bon. Ok, mais si vous avez été sportif, je pense que ça vous est déjà arrivé de terminer un entraînement en disant oh, « j'en peux plus, là j'ai mal partout ». Et que votre entraîneur vous dise « eh bien au moins c'est que tu as bien bossé ». Sous-entendu, si vous n'avez pas mal à la fin de l'entraînement, c'est que vous avez pris votre entraînement à la légère et que vous vous êtes insuffisamment entraîné. Donc la douleur est très souvent considéré comme un indicateur de bon investissement du sportif dans sa préparation. Le milieu sportif, c'est un environnement dans lequel on nous inculque une idée selon laquelle il faut être prêt à tous les sacrifices pour réussir. Il faut sacrifier sa vie personnelle et sa vie de famille, sa vie amoureuse. Tout doit être exclusivement consacré et dédié à la pratique sportive. Donc on sacrifie tout le reste, les interactions sociales, et puis on est prêt aussi à tous les sacrifices, comme je vous disais tout à l'heure, on est plus facilement exposé à des blessures, etc. Ben ouais, j'accepte aussi de malmener mon corps, et je sais qu'en faisant ce sport à haut niveau, en fait, tout sport malmène d'une certaine façon certaines parties du corps, du fait de la nature de l'activité. Les genoux des skieurs qui font du ski boss sont rarement en bon état après 35 ans. Voilà, en tout cas, c'est des gens qui ont besoin de se faire plus opérer du genou que d'autres. Donc on connaît, un peu comme dans le domaine des addictions, on sait quels sont les risques encourus, par exemple en fumant, mais je le fais quand même en connaissance de cause. Les sportifs, ils connaissent les risques encourus pour leur corps, et ils le font quand même, soit parce qu'ils veulent progresser, soit parce que leur sacrifice, c'est aussi de se plier à leur environnement, que ce soit leur environnement sportif, le club dans lequel ils sont identifiés comme étant le médaillable, le meilleur, celui qui va ramener les médailles. Bon voilà. Parfois, c'est les parents qui poussent à la pratique sportive, et les jeunes sportifs, même adultes, parfois ne se sentent pas de briser les ambitions familiales des parents qui parfois, eux aussi, sacrifient tout pour la carrière de leur enfant. Donc vous voyez, on est quand même prêt à faire pas mal de choses avec son corps, ou à supporter pas mal de choses qu'on ne supporterait dans aucun autre environnement professionnel. Bon. Et puis c'est quand même un milieu où les corps sont hyper sexualisés. De plus en plus de nos jours, on va dire, la plastique, l'esthétique corporelle des sportifs et des sportives est mise en exergue comme étant des idéaux ou des standards corporels. Or,
objet d'un certain nombre de fantasmes pour certains, de complexes pour d'autres. Mais concrètement, enfin, moi, comme je dis toujours, quand on voit tous les calendriers qui se font, bon, il n'y a pas de calendrier, les dieux de la compta. Voilà, donc non, il y a des... Alors oui, il y a des pompiers, il y a des... Enfin bon, mais encore une fois, on est dans des environnements où il y a des valeurs très masculinistes liées au corps, liées à la domination, liées à la puissance, qui sont mises en exergue comme étant nécessaires pour l'atteinte des plus hautes performances. Donc les sportifs, pour le dire clairement, ont un corps qui fait aussi l'objet d'un certain nombre de désirs et d'envies. Et comme les sportifs ont un rapport à leur propre corps, comme étant aussi leur outil de travail, leur machine, les sportifs ne considèrent pas leur corps, n'ont pas le même rapport à leur corps que peuvent avoir d'autres individus qui sont non sportifs. Donc ça constitue aussi un point d'entrée, un point de vulnérabilité quant au fait de ne pas se rendre compte à quel point leur corps peut être désirable, à quel point eh bien les sacrifices qu'ils sont prêts à faire endurer à leur corps peuvent parfois les amener à être exposés à des individus mal intentionnés. Parce que dans le sport, enfin, l'accès au corps et à la nudité, au corps des autres et à la nudité des autres, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est banal, c'est normal, c'est du quotidien. Les sportifs ne se rendent pas compte que pour un certain nombre d'autres personnes qui ne gravitent pas dans le milieu sportif, avoir accès à leur nudité n'est pas quelque chose de normal. Et justement, ces personnes qui ne sont pas dans le milieu sportif vont rechercher ça. Mais les sportifs ne s'en rendent pas toujours compte. Et ce qui en fait donc des proies privilégiées pour des prédateurs mal intentionnés. Et puis l'environnement sportif, c'est aussi un environnement dans lequel les individus évoluent au sein de groupes qui ont un mode de fonctionnement particulier. Tout d'abord, en général, ce sont des groupes qui fonctionnent en vase clos. En vase clos, c'est-à-dire on vit dans un... Alors je parle là par exemple des sportifs qui sont dans des centres de formation, dans des pôles, dans des structures d'accompagnement, d'accès au haut niveau. Donc ils fonctionnent en vase clos, ils ont leur internat, ils sont sur place, le matin ils se voient, ils vont au lycée et tout ça. Après le lycée ils reviennent, ils s'entraînent ensemble. Le soir après l'entraînement, ils mangent ensemble, et puis après manger, s'ils veulent voir du monde, c'est les mêmes personnes qu'ils ont vues toute la journée. Donc ils fonctionnent en vase clos comme ça, ce qui du coup a pour effet de réduire les interactions sociales qu'ils ont avec des individus qui n'appartiennent pas à leur environnement. Donc ne pas interagir avec des individus qui n'appartiennent pas à notre environnement, ça amène à ce que le groupe développe ses propres normes. Entre nous, au sein de notre groupe, on se met à se comporter d'une certaine façon, sur la base de règles qui sont communes, qui sont, on va dire, communément acceptées, parfois un peu imposées. Des règles qui autorisent des comportements qui seraient totalement interdits, ou en tout cas considérés comme intolérables dans d'autres environnements. Mais là, comme les personnes de cet autre environnement ne sont pas là pour dire c'est quoi ces comportements intolérables là entre vous, il n'y a pas de regard extérieur. En tout cas, il y a moins de regard extérieur. Donc c'est pour ça que dans ces groupes, on en vient à tolérer, voire à encourager des comportements qui seraient totalement bannis ailleurs. Quand on voit ce que certains sportifs s'autorisent à s'infliger les uns les autres lors de... Alors on est d'accord, le bizutage, ça n'existe plus depuis des années, il n'y en a plus sur le territoire, ça c'est... Voilà, c'est ce que tout le monde dit. Bon, bref, lors de soirées d'intégration ou tout ça, voilà, il y a des pratiques. Ça fait partie des habitudes du groupe. Et on s'inflige ça, et on sait que l'année prochaine, ceux qui ont subi seront chargés de coordonner l'accueil des nouveaux, etc. Bon, il y a un certain nombre de choses intolérables qui se passent dans ce milieu-là. Vous voyez déjà tout de suite, c'est un peu moins, si on attaque un peu
Le sport, sous cet angle-là, c'est un peu moins reluisant que de dire toutes les belles valeurs qui sont portées par le sport. Ça ne veut pas dire que le sport ne porte pas de belles valeurs, ça veut dire qu'il faut avoir conscience et connaissance de ces aspects liés au fonctionnement des groupes sportifs. Parce que c'est dans ces environnements-là que se préparent tous nos médaillables là pour les JO de cet été. Alors, pour ce qui est de la question de savoir quelle est la nature et la prévalence des violences auxquelles sont exposés les sportifs et des modalités de survenue de ces violences. On a un certain nombre de données scientifiques qui sont assez concordantes. La plus grosse étude au niveau international qui ait pu être réalisée dans ce domaine est une étude belge coordonnée par une collègue, Tina Vertomen, qui a été publiée en 2016, donc sur plus de 4000 sportifs. C'est la plus grosse étude internationale où on est sur un taux d'exposition aux violences sexuelles qui est de 17%. 17%, c'est également le taux d'exposition qu'on avait obtenu dans le cadre du rapport, de l'enquête qui avait donné lieu au rapport ministériel pour lequel on avait travaillé de 2007 à 2009 pour le ministère des Sports. Nous, l'enquête française, elle portait sur 1400 sportifs, un peu plus, tout profil, on va dire, toute discipline confondue, tout niveau d'âge, tout niveau de pratique. On avait un échantillon vraiment très diversifié. Les violences qui étaient évaluées avaient été définies au regard, on va dire, de ce qui existe dans le cadre légal en France, tout en tenant compte de la façon dont on allait pouvoir adapter ces catégories à leur évaluation en contexte sportif. Et c'est ce qui nous a amené à évaluer plusieurs catégories d'agissements. Les agressions sexuelles, qui sont commises, on va dire, en allant à l'encontre du consentement de la personne, ce qui peut inclure des attouchements, mais également des viols, lorsqu'il y a pénétration de, on va dire, n'importe quelle partie du corps. Ce qu'on appelle les atteintes sexuelles, qui sont des agissements à caractère sexuel qui sont commis, non pas en faisant usage de la force ou de la menace, mais en faisant usage, alors on va dire, de persuasion. Alors il y a un processus qu'on appelle le grooming. Le grooming, c'est cette mise en confiance progressive qui fait que la personne ne va pas se rendre compte que l'autre en face d'elle est en train de franchir des barrières, des limites qui sont inacceptables dans la façon de vous parler, dans la façon de vous toucher. Et c'est tellement progressif que ça devient tellement habituel que lorsqu'on devient victime, on va dire, le comportement qui est subi n'est pas en décalage de ça par rapport au comportement habituel. Comme l'auteur a progressivement repoussé les limites, eh bien, la violence subie, elle est en décalage de ça par rapport à ce qu'on avait l'habitude et non de ça. Donc, ça rend d'autant plus difficile pour les victimes de se rendre compte qu'elles ont subi quelque chose qui, là, pour le coup, rentre dans le cadre du code pénal, notamment. On a identifié une catégorie relative à tous les agissements, on va dire ce qui est souvent appelé maintenant dans les études scientifiques les comportements sexuels non désirés, avec des humiliations, le fait de subir des brimades, toujours à caractère sexuel, du chantage, des faveurs qui vous sont, ou des récompenses qui vous sont promises en échange de faveurs sexuelles, etc. Et puis une catégorie dans laquelle on identifiait également tout ce qui est de l'ordre des comportements d'exhibitionnisme et voyeurisme. Alors au regard de la loi, ça rentre dans le champ des agressions. C'est vrai que là, on avait souhaité faire des items à part pour mieux affiner les choses, parce que c'est vrai que dans le milieu sportif, pour ce qui est d'évaluer les choses, c'est pas toujours évident de savoir si la façon dont une personne vous regarde dans les vestiaires, est-ce que c'est réellement du voyeurisme, etc., ou de la même façon, la personne qui se douche devant vous, est-ce qu'elle est vraiment
en train de s'adonner à des comportements d'exhibition et tout ça. Donc voilà, on voulait prendre des précautions quant à la façon d'évaluer ces agissements, donc on a donné lieu à des formulations d'items très explicites que je vais vous montrer ensuite, parce qu'on sait que lorsqu'on veut étudier des taux d'exposition à des violences, on ne peut pas juste demander aux participants « Est-ce que vous avez été exposé à des violences ?» Ils vont répondre non. Par contre, si on leur met toute une liste d'agissements très très explicite, très bien détaillée, là ils vont dire « Ah oui, ça j'ai déjà subi ». Ils n'ont pas forcément en amont catégorisé ça comme étant une violence, donc ils ne se considèrent pas comme victimes de violence, mais ils sont capables de dire « Ah oui, ça correspond exactement à ce à quoi j'ai déjà été exposé ». Donc des items très explicites où ils pouvaient répondre « Non »,« Oui », mais où ils pouvaient également répondre « Je ne sais pas ». Parce qu'on sait que lorsqu'on est exposé à ce genre de choses, eh bien, les effets du psychotrauma peuvent amener des difficultés de remémoration. Un certain nombre de sportifs ne sont pas toujours en mesure de dire de façon très précise s'ils ont été exposés à certains agissements. Pourtant, quand on voit le caractère très explicite des items, on dit quand on n'a pas été exposé à ça, on est capable de dire non. Donc si la personne dit « je ne sais pas », ça veut dire que sur cet item-là, il s'est passé quelque chose qui ressemble, mais la personne n'est pas sûre, etc. Donc si on veut estimer au mieux l'ampleur du phénomène, il ne faut pas uniquement se baser sur les déclarations certaines au travers des réponses « oui », mais également sur cette zone d'incertitude qui se traduit par les réponses « je ne sais pas ». Alors, vous voyez les items qui étaient utilisés. Donc vous voyez, c'est très explicite, hein, quelqu'un qui tient régulièrement vers vous des propos humiliants à caractère sexuel, que ce soit en public ou de façon isolée, quelqu'un qui profite de certaines situations pour vous toucher, vous caresser, avoir dû subir les baisers, les caresses ou des attouchements contre votre gré, etc. Donc, et sur tous ces items, si explicites soient-ils, parfois certains sportifs me disent « je ne sais pas si j'ai vécu ça ». Bon. Et lorsqu'on fait la synthèse de toutes ces réponses, on obtient également, comme je vous le disais, un taux d'exposition de 17%. Pour moi, la formule la plus adaptée est de dire que 17% des sportifs français déclarent ou pensent avoir déjà subi des violences sexuelles dans le cadre de leur pratique sportive. 11% le déclarent en donnant des réponses « oui », 6% le déclarent en donnant des réponses « je ne sais pas ». Pour ce qui est de la prévalence de ces différentes formes de violence, on voit que parmi les répondants qui se sont signalés comme ayant été exposés à des agissements, plus de la moitié signalent des actes d'exhibitionnisme et de voyeurisme. Et puis ensuite, les trois autres catégories arrivent dans à peu près un tiers des cas. Alors évidemment, le total fait plus de 100% parce qu'un grand nombre de sportifs ont été exposés à plusieurs formes de violence, que ce soit sur un même événement ou que ce soit à plusieurs reprises dans le cadre de leur carrière. Et c'est vrai qu'on a pas loin de la moitié des sportifs, 45%, qui ont été exposés à plusieurs formes de violence. Pour ce qui est des contextes de survenue, en fait, il n'y a pas de contexte type de... on imagine souvent que ça se passe le soir dans un vestiaire isolé, mal éclairé, où il n'y a plus personne. Non, ça peut être un entraînement lors d'un déplacement, d'un stage, d'une compétition, d'une fête, comme je disais tout à l'heure, etc. Diversité des lieux également. Oui, dans les vestiaires, mais ça peut être dans la chambre de la victime, de l'auteur, parfois, dans des véhicules, etc. Un fait très important à retenir, et ça c'était l'un des grands enseignements de ce rapport, au-delà du taux d'exposition, c'était que les violences sexuelles en milieu sportif surviennent tout autant en contexte isolé, dans des proportions équivalentes, enfin très exactement 48,5 et 51,5%, tout autant en contexte isolé qu'en contexte de groupe. C'est-à-dire que le fait d'être en groupe, ça ne protège pas. Ce qui veut dire que dans la moitié des cas, les violences que subissent les sportives et les sportifs, ça se passe en présence d'autres personnes qui sont là, qui assistent, qui ne font rien, qui participent, qui encouragent,
Là, il y a encore plein de cas de figure possibles, mais dans la moitié des cas, la victime n'est pas seule avec son ou ses agresseurs, ou agresseuses, puisqu'il y en a aussi. Et puis, il convient également de retenir la diversité de la nature des rapports entre la victime et l'auteur, ce qui fait qu'il n'y a pas systématiquement de relation d'emprise. On parle souvent de la notion d'emprise comme étant à l'origine des phénomènes de violence sexuelle. Non, dans le milieu sportif, il y a un certain nombre de ces agissements qui surviennent de façon très spontanée, parfois, de la part de personnes qui n'ont aucune emprise sur un autre. Mais alors on pourra dire parfois c'est le groupe qui a une certaine emprise, mais en tout cas, c'est assez diversifié à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est des victimes, contrairement à ce qu'on pense, et on imagine souvent que les victimes de violences sexuelles dans le sport, c'est la jeune sportive faible qui s'est retrouvée isolée le soir après l'entraînement. Alors non, ça c'est un cas de figure parmi tant d'autres. Il n'y a aucun profil type. Il y a des garçons, des sportifs hommes qui sont victimes de violences. Il y a des sportifs de toutes les tranches d'âge. Et parfois, les premières violences auxquelles on peut être exposé, c'est à l'âge adulte, ou en tout cas quand on est majeur, pour certains. Toutes les disciplines sont concernées. Il n'y a pas une discipline qui peut se considérer comme étant exempte de ce genre de choses, ou moins à risque, etc. Il y en a dans toutes les disciplines, ça on l'a montré dans notre rapport, et puis on le voit encore là dans les données qui remontent auprès de la cellule de signalement du ministère des Sports, on appelle la cellule Signal Sport, vous pouvez aller voir sur internet Signal Sport, c'est la plateforme sur laquelle on peut signaler des violences, soit en tant que victime, soit en tant que témoin, soit en tant qu'encadrant qui a besoin d'accompagner quelqu'un. Voilà. Si on regarde aussi les données recueillies par le ministère via Signal Sport, sur les 5 dernières années et les centaines de signalements qui ont pu être faits, ça concerne entre 70 ou 80 disciplines. Donc je crois qu'on les a quasiment toutes, hein, les disciplines dans les statistiques. On pense souvent que les victimes, ce sont des personnes qui ne parlent pas. On dit toujours il faut libérer la parole des victimes. Non, il faut apprendre à écouter les victimes qui parlent. Parce que lorsqu'on a réalisé notre enquête, les 3/4 des victimes en avaient déjà parlé avant l'enquête. Alors, il y a quand même un chiffre qui n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il y a quand même 24% des répondants qui, avant de répondre à l'enquête, n'avaient jamais dit quoi que ce soit à propos, en tout cas vis-à-vis du fait d'avoir déjà subi ce genre de choses. Donc l'enquête permet, et des investigations permettent aux victimes, parfois pour la première fois, de se signaler comme telles. Alors de se signaler, après tout dépend de la façon dont se déroulent les enquêtes, parce qu'en général ce genre d'enquête est totalement anonyme et on prévient les participants qu'on n'a pas la possibilité de les retrouver, ce qui nécessite, dans le cadre de ces enquêtes, de donner aussi les informations pour les victimes, de savoir vers qui se tourner à l'issue de l'enquête pour pouvoir se faire accompagner. Mais donc elles parlent. On constate qu'elles en parlent très peu aux adultes, puisqu'on avait demandé à qui ces victimes en parlaient. Donc seulement dans 15% des cas, elles parlent à un adulte. Bon. Donc c'est plutôt de la divulgation sous mode de confidence auprès d'amis, etc. 65% des victimes estiment avoir été crues, ce qui n'est quand même pas beaucoup, vous en conviendrez. 17% disent que non, elles n'ont pas été crues, et 17% ne savent pas si elles ont été crues. Attention, là, ce sont quand même des chiffres qui datent de 2009. J'ose espérer que maintenant, la parole serait un peu mieux accueillie, au vu de l'évolution sociétale qu'on a pu constater. Il y a quand même, mais ça n'a pas beaucoup évolué, quand même très très peu de victimes qui portent plainte. On est sur du 5%
a priori, à peu près. Pour ce qui est des répercussions et des cognitions associées à ces violences et qu'on va pouvoir voir chez les victimes, alors l'enquête investiguait de façon plus précise un certain nombre de choses chez les victimes, notamment la façon dont elles pouvaient s'auto-attribuer une part de responsabilité dans la survenue des agissements. Donc vous voyez que j'ai mis sur l'axe la croix qui correspond au score moyen des réponses à cette question. Donc là, quand même, globalement, on est sur des victimes qui estiment qu'elles n'ont, pour ainsi dire, pas de part de responsabilité dans la survenue de ces agissements. Néanmoins, on observe quand même une corrélation entre le score à cette attribution de responsabilité et alors ce qu'on va appeler la gravité des agissements au regard du code pénal. Plus les agissements sont graves, plus les victimes ont quand même tendance à s'auto-attribuer une part de responsabilité plus importante. Ce qui est intéressant également, c'est que ce sentiment de responsabilité, il est lié au délai de divulgation. Plus ce score est élevé, plus les victimes vont mettre du temps à parler. Et là où c'est intéressant, c'est que le délai, pour le coup, et par contre, n'est pas lié à la gravité des faits. Au fait d'avoir subi les choses les plus graves, c'est pas... Donc là, c'est plus le sentiment de responsabilité qui explique cela. Pour ce qui est des conséquences sur le plan psychologique, l'enquête avait, sur le moment, en tout cas d'un point de vue méthodologique, on avait fait le choix d'investiguer ce qu'on va considérer comme s'apparentant plus au retentissement de ces violences en termes de fonctionnement dans un certain nombre de domaines, un peu sur dans une orientation qui est un peu d'investiguer les différents champs de qualité de vie, le domaine physique, le domaine social, etc. Donc globalement, on est sur des conséquences qui sont déclarées comme étant d'intensité relativement modérée, puisqu'on a 55% des répondants sur l'ensemble des échelles, donc que ce soit d'un point de vue général, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue physique, d'un point de vue sportif et d'un point de vue scolaire. Donc on a plus de la moitié des répondants qui cochent de 0 à 3. On a un gap un peu entre les deux et on a ensuite pas loin de 10% qui répondent les modalités de réponse 9 ou 10. Voilà. Il n'y a pas de domaine qui est plus exposé que d'autres. On ne peut pas dire les violences sexuelles dans le sport, ça a plus des répercussions, par exemple physiques, somatiques. Non, là, c'est un peu tous les domaines. Et dès que l'un des scores a tendance à augmenter, en fait, les 6 scores sont corrélés. Donc, dès qu'un score augmente, les 5 autres ont tendance à augmenter avec. Il n'y avait pas, lors de cette étude, encore une fois, je le rappelle, en 2007-2009, de mesure de ce que pouvait être la symptomatologie traumatique, ou en tout cas les répercussions traumatiques. Donc ça ne nous permet pas de disposer de données concernant les éventuels diagnostics ou troubles de stress post-traumatique qui pourraient être présentés par les victimes. On n'a pas véritablement de données ou d'indicateurs nous permettant d'estimer ça ou de détecter quelles sont les victimes qui souffrent par ailleurs de TSPT. Néanmoins, on a certaines données qui nous permettent de faire état, en tout cas, de constater qu'il y a quand même présence d'un certain nombre de manifestations sur le plan psychologique, cognitif, perceptif, qui sont quand même assez caractéristiques des tableaux cliniques qu'on peut voir chez les patients qui souffrent d'un TSPT. Je vous parlais tout à l'heure des difficultés à se remémorer ce que les sportifs et donc les victimes avaient pu subir. Il y a d'autres éléments qui apparaissent dans l'évaluation des stratégies de faire face. Comment vous avez
affronter cette situation. J'ai recherché du soutien, j'ai essayé de penser à autre chose, je me suis dit que c'était pas si grave que ça, donc je minimise, je banalise. Je me suis dit que c'était de ma faute, j'ai tout mis en œuvre pour résoudre le problème. Bon, ça, ce sont des catégories de stratégies qui sont communément évaluées dans ce champ-là. Ce qui attire l'attention au niveau des réponses, c'est un score qui est quand même très faible comparativement à ce qu'on peut obtenir dans d'autres études sur l'adaptation au stress. Score très faible en recherche de soutien social, c'est-à-dire que les victimes de violences n'ont absolument pas spontanément l'idée de dire comment je peux trouver de l'aide dans ce contexte-là. Donc c'est vraiment un truc qui doit rester perso. Ça soulève la question de est-ce qu'ils sont en mesure de bien identifier dans leur entourage qui sont les personnes ressources. Ça, c'est pas dit non plus. Et puis, ce qui est caractéristique aussi, c'est que la dimension sur laquelle on a le score le plus élevé, c'est celle de la minimisation et de la banalisation. Donc ça soulève un certain nombre de questions. Bon, ça peut être tout simplement une défense, une protection personnelle que de se convaincre que non, c'est pas grave, ça peut être minimisation, banalisation ou réévaluation de la situation. Par exemple, des cognitions du type c'est pas grave, le fait d'avoir subi ça au moins te permettra d'accéder au plus haut niveau, donc ça a servi à quelque chose. Voilà, donc ça, clairement, c'est assez préoccupant parce que le fait de se dire que c'est pas grave, ça soulève la question de savoir est-ce que c'est le milieu sportif ou les groupes sportifs qui amènent les sportifs à être convaincus du fait que c'est normal et que c'est pas grave. Bon, ça, on sait qu'il y a quand même un peu de ça qui est en jeu, donc il y a quand même là la question de l'adhésion à des normes de groupe qui sont totalement dysfonctionnelles. Maintenant, cette façon de minimiser ou banaliser, on sait que ça rentre aussi dans les conséquences des phénomènes de dissociation traumatique, qui fait que ça amène aussi les personnes à être plus vulnérables quant au fait de resubir des violences, puisque si on en vient à se dire « mais bon, c'est pas grave », etc., on sait qu'on est ensuite plus exposé quant au fait de subir à nouveau des violences. Bon, la question de la très faible recherche de soutien social, peut aussi soulever la question de la sidération sur le moment. Si sur le moment je ne fais rien et que je ne cherche pas à me faire aider. Bon, est-ce que ça évoque la sidération? Tout ça, là, pour le coup, ce ne sont que des hypothèses, parce que, comme je vous rappelle, on n'avait pas évalué la symptomatologie traumatique. Voilà pour ce qui est des victimes. Pour ce qui est des auteurs, en termes de timing, dites-moi, on en est... j'ai encore quel laps de temps à peu près? Je puisse avoir une estimation, savoir si je dois accélérer. On en est à 3/4 d'heure là? Ok, bon, donc j'accélère. Pour ce qui est des auteurs, là encore, les auteurs ne correspondent pas nécessairement à la représentation qu'on peut avoir de ce phénomène. Les données issues du rapport ministériel qu'on a remis montrent que dans 80% des cas, l'auteur est connu, ce qui est assez raccord avec les statistiques en victimologie dans d'autres domaines. Dans plus de 80% des cas, il s'agit d'un homme. Pour ce qui est des statistiques qui ressortent de la cellule Signal Sport au ministère, là, les cas qui sont signalés sont plus de l'ordre de 90 à 95% d'hommes dans les auteurs. Donc il ressort quand même que ce qui est signalé sur cette plateforme gouvernementale, je pense qu'on peut considérer
ces signalements comme étant de nature sûrement plus grave que la diversité des situations qui nous ont été signalées là dans le cadre de cette enquête. Le fait vraiment majeur à retenir concernant les auteurs, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas, dans la majorité des cas, un entraîneur ou un encadrant qui est l'auteur des violences, puisque dans presque 56% des cas, on est sur des violences qui sont commises entre athlètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des violences horizontales entre personnes, entre lesquelles il n'y a pas de relation d'autorité, il n'y a pas de relation hiérarchique, il n'y a pas de relation d'ascendance ou de relation de pouvoir. Et on le voit bien que d'ailleurs, même si on regarde l'âge des sportifs, dans la majorité de ces violences horizontales, ce sont des sportifs du même âge. Ce n'est pas des sportifs plus vieux. Il y en a quand même pas mal. Mais dans la majorité des cas, c'est des sportifs du même âge. Pour ce qui est des violences, alors il n'y a pas toutes les catégories, puis j'ai regroupé, mais c'est pour vous montrer un peu ce qui ressort le plus fréquemment. Pour ce qui est des violences émanant, on va dire, de personnel d'encadrement, dans le cadre desquels il y a entraîneurs, dirigeants, etc., préparateurs, là on est sur un total de 17%. Donc, vous voyez, c'est quand même assez réduit par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, rassurant. Parce que il ne faut surtout pas considérer que les entraîneurs sont le problème. Comme on le fait souvent dans le cadre de la plupart des cas de violences sexuelles dans le sport qui ont été largement médiatisés. Oui, si ça a été largement médiatisé, c'est peut-être aussi parce que l'auteur des violences est un entraîneur, qu'on trouve ça inadmissible, parce qu'en tant que parent, on confie nos gamins à quelqu'un qui fait autorité, qui est censé être responsable, etc. Non, les entraîneurs, ils sont en première ligne pour déjà voir ce qui se passe, voir s'il y a des sportifs ou des sportives qui ne vont pas bien, pour stopper les choses, si besoin, même s'il y a des cas lors desquels on sait que des entraîneurs, on va dire, ont pris part ou encouragé certains sportifs à s'adonner à des agressions. Ça, c'est l'exemple, le fameux exemple de la toute première affaire qui a été traitée en France, l'affaire des lanceurs de marteau, qui a été portée par Catherine Moyon-Debec dans les années 90, première athlète en France à avoir dénoncé et à avoir signalé le fait d'avoir subi des agressions sexuelles de la part d'autres sportifs, sous couvert d'un entraîneur qui a laissé faire. Il y a eu un procès, elle a gagné son procès. Malgré tout, Catherine Moyon-Debec a été malmenée pour avoir parlé. Et à l'époque, on l'a rendue responsable, en tout cas le milieu sportif l'a rendue responsable d'avoir terni l'image du sport français. À cause d'elle, on va croire que le milieu sportif est un milieu dégueulasse. Donc c'était elle la coupable de noircir les choses. Elle a payé ça pendant des années après avoir gagné son procès, où elle a subi des humiliations. Bon, aujourd'hui, son travail, son acharnement fait qu'elle est membre du Comité national olympique et sportif français. Elle est coprésidente de la commission de lutte contre les violences sexuelles au CNOSF. Voilà, donc, pour autant, comme je le disais, les entraîneurs, il faut leur faire confiance. Ils font un très bon boulot, c'est eux qui posent un cadre vis-à-vis de tout un tas de choses, mais ça on le sait, il y a d'autres études qui l'ont montré. L'entraîneur a un rôle très important quant à la façon de poser un cadre aux athlètes et de déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas en termes de comportement, mais également en termes de propos dans le groupe.
C'est valable pour ce qui est des propos humiliants, discriminants, sexistes, homophobes, etc. Qu'est-ce qui fait que dans certains groupes, ces propos n'ont pas lieu, ne trouvent pas leur place? Peut-être en off, mais en tout cas, on se garde bien de le dire en public. C'est parce que l'entraîneur a mis un cadre et qu'il a amené tout le monde à considérer que c'était inadmissible. Donc voilà, maintenant la réalité c'est que peu d'entraîneurs ont été formés à cela ou sensibilisés à cela. Donc ceux qui le font le font sur la base des valeurs qu'ils veulent inculquer aux sportifs qu'ils encadrent. Et heureusement, ils sont quand même nombreux à le faire et très peu nombreux à être des auteurs de violence. Fait surprenant quand même, pas loin de 9% des auteurs de violences sexuelles en contexte sportif sont des individus non sportifs. Ça veut dire qu'il y a dans le sport des individus qui se greffent des connaissances, qui intègrent les groupes et qui s'arrangent pour être présentes, pour évoluer au sein de ces groupes sportifs parce que c'est l'ami d'un tel ou on le connaît un peu et il vient souvent. Et voilà, donc pour reprendre ce que je disais en début de présentation, le sport est un milieu qui attire les prédateurs. Donc, dans ces violences sexuelles en milieu sportif, il y a une proportion, en l'occurrence non négligeable, d'auteurs qui sont des individus non sportifs, qui n'ont rien à faire, ou en tout cas, qui n'auraient pas forcément dû se trouver là où ils étaient avec les personnes avec qui ils étaient. Les autres données qu'on a concernant les auteurs de violences, elles proviennent de ce qu'on appelle le rapport Disclose. Le rapport Disclose, c'est un rapport d'enquête journalistique qui a été fait par des journalistes et non des scientifiques qui sont allés recenser tous les éléments qu'ils pouvaient trouver dans le cadre de la presse écrite sur de tels agissements. Et ils ont enquêté pour voir ce qu'étaient devenus les auteurs ou quelle était la situation des auteurs au moment de la survenue de ces agissements. Ils ont identifié, alors sur un laps de temps qui couvrait une période assez longue, en remontant il y a pas mal d'années, donc 77 affaires de violence qu'ils ont épluchées, et à partir desquelles ils ont identifié que dans 77% des cas, les auteurs de violences sont en poste au sein de structures sportives, malgré la mise en place d'une procédure judiciaire à leur encontre, ou malgré une condamnation préalable pour des faits de ce registre, d'outrage, voilà. Alors ça, forcément, ça interpelle. Je vais faire le lien directement avec tout ce qui a pu se mettre en place depuis et qui a vocation à protéger tous les sportifs et tous les usagers sportifs, qui est ce qu'on appelle le contrôle de l'honorabilité. Maintenant, pour être encadrant, entraîneur dans une structure sportive, il faut passer par cette étape qui consiste à ce que le dirigeant qui vous recrute vérifie ce qu'on va considérer comme votre honorabilité, c'est-à-dire en allant vérifier sur un certain nombre de fichiers qui sont mis à disposition que vous n'êtes pas listé sur ces fichiers pour avoir déjà été condamné pour des faits de ce registre. Donc là maintenant, il appartient effectivement aux dirigeants sportifs d'essayer d'être un peu plus vigilants quant à la façon de vérifier le parcours des personnels qu'ils recrutent. Qu'ils soient professionnels, salariés, mais ça concerne aussi... il y a tellement de bénévoles dans les structures sportives que c'est compliqué. Mais en tout cas, maintenant, les dirigeants savent qu'ils ont cela à vérifier parce que c'est une façon de protéger les usagers. Alors, encore une fois, ça ne solutionne pas tout, mais ça a vocation à réduire nettement
cette proportion. Disclose, si je ne me trompe pas, c'est 2016 ou 2017. Hein, c'est sur ces années-là. Donc dans la moitié des cas, 47%, l'auteur des violences était en situation de récidive. C'est-à-dire, alors il n'était pas forcément dans la structure sportive, mais c'était quelqu'un qui avait déjà commis des agissements de cette nature par le passé. Les auteurs du rapport ont identifié que dans 23% des cas, donc dans un quart des situations, à l'issue de, du constat qui a été fait selon lequel des violences avaient été commises, il y a eu un défaut de signalement des faits aux autorités. C'est-à-dire des choses qui auraient dû être signalées, qui n'ont pas été signalées par les dirigeants. De la même façon, un peu dans le même registre, dans 12% des cas, les signaux d'alerte qui ont été transmis par les victimes ont été ignorés par les instances sportives. C'est-à-dire une fin de non-recevoir. Bon, là, on a un exemple qui a clairement été médiatisé dans ce registre, c'est celui de Sarah Abitbol, hein, puisque dans le milieu du patinage, ou du moins la fédération des sports de glace, il a été établi qu'il y avait un certain nombre de dirigeants qui n'avaient pas joué leur rôle, qui n'avaient pas fait les signalements, les enquêtes, ou pris en les mesures de protection qui s'avéraient nécessaires parce que certaines personnes haut placées ont cherché à couvrir d'autres personnes. Donc il y a eu un parti pris, c'est le cas dans 23% des cas également, le choix des instances de soutenir l'auteur désigné. Alors encore une fois, là, attention, là, je ne veux pas noircir trop, c'est des statistiques qui ont été publiées il y a plusieurs années sur des situations qui peuvent remonter à 10 voire 20 ans plus tôt, tout ce qui a pu être trouvé dans les journaux. Donc c'est vrai que si, et c'est dommage à dire, mais si on remonte à il y a 20 ans ou 30 ans, dans le champ de la prise en compte de la parole des victimes, on était encore au Moyen-Âge, hein. Donc de vouloir couvrir le truc et dire ouais non bon bah écoute change de club ça sera plus simple hein, parce que nous de toute façon on peut pas se passer de notre entraîneur hein, donc on le garde et puis on va faire attention hein. Donc voilà forcément ça a évolué mais d'une certaine façon ça souligne quand même la façon dont les dirigeants peuvent être démunis. Ils sont peu formés. Lorsqu'on parle de formation à ce sujet dans le milieu sportif, on pense à la formation des entraîneurs. Hein, c'est toujours les entraîneurs qu'il faut former. Sous-entendu, ils font mal leur boulot. Ou les encadrants, etc. Mais les dirigeants reçoivent peu de formation, alors qu'ils ont une responsabilité très grande parce qu'il leur appartient de signaler lorsqu'il y a besoin de signaler. Ils ne savent pas comment faire. Ils ont peur de le faire parce qu'on est encore dans un système où on part du principe que si on signale des dysfonctionnements au sein de notre structure, on va être considéré comme quelqu'un qui ne sait pas manager ou qui ne sait pas tenir son équipe ou son truc. Ben, moi, j'aimerais bien que ça change un peu cette façon de considérer les choses. Il faut encourager et soutenir les dirigeants qui signalent des violences au sein de leur structure. Pourquoi ? Ben parce que ça veut juste dire qu'ils font leur taf, qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a un problème, ils le signalent. Au moins, avec ces dirigeants, on a la garantie que s'il y a des violences au sein de la structure, elles ne seront pas étouffées et mises sous le couvercle. Donc, et je vais même aller plus loin. Quand on voit que dans toutes les structures, dans toutes les fédérations, ça arrive, ben moi, là où je trouve ça le plus surprenant, voire le plus inquiétant, c'est pas les structures dans lesquelles il y a des fréquences élevées de violence, c'est les structures dans lesquelles les violences sont inexistantes.
Ça n'existe pas des structures où il n'y en a pas. Donc s'il n'y a aucune violence déclarée, ça veut dire plusieurs choses. Soit on en a connaissance et on ne le fait pas remonter, soit on ne se donne pas les moyens de savoir s'il y a des problèmes au sein de la structure. Et encore une fois, il ne faut pas jeter la pierre aux dirigeants parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés à cela. Ça peut même être très traumatisant pour un dirigeant sportif que de se retrouver à porter ce genre de situation. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, on n'est pas dans l'élite sportive où c'est pas le joueur là qui est à Roland-Garros qui d'un seul coup va signaler des agissements de la part de son coach privé, perso, etc. Non, dans la majorité, c'est quoi? C'est dans des petits clubs locaux où l'entraîneur, vous savez, le club de foot du petit village d'à côté, où le dirigeant ou le président du club, c'est un gars du patelin, et puis l'entraîneur, c'est qui? C'est le cousin ou c'est l'oncle d'un des joueurs, et puis il fait ça de façon plus ou moins bénévole, donc on compte sur lui. Donc, et puis c'est un ami, donc ça fait des années qu'on boit l'apéro avec lui tous les week-ends. Et puis un jour, il y a un sportif ou une sportive qui vient nous dire que cet ami, il est désigné comme étant auteur de violence. Et comment je gère ça, moi, en tant que dirigeant sportif? C'est impossible à gérer si on n'a pas défini en amont un cadre, une procédure à suivre. Là, le message que je peux adresser aux dirigeants sportifs pour ne pas être démunis quant à la façon de gérer ce genre de choses, mais c'est valable. Tout ce que je dis là, dans le sport, ça peut être valable dans le milieu artistique, dans le théâtre, dans les conservatoires. Et d'ailleurs, les études qu'on peut mener nous montrent qu'on est sur des taux d'exposition qui sont à peu près similaires. Mais moi, le message que j'ai envie de donner aux dirigeants, c'est définissez à l'avance avec votre équipe une procédure à suivre. Ce n'est pas à chaud lorsqu'on est confronté à quelque chose qu'il faut se poser la question de savoir comment on gère le problème. C'est en amont, il faut se poser la question, si ce problème se pose, quelles sont les étapes qu'on suit pour gérer le problème. Et on inscrit ça au règlement intérieur du club. Comme ça, s'il vient à se produire le cas de figure que je vous ai donné, l'ami qui est désigné comme étant auteur de violence, au moins là, le président du club se protège en disant « Je suis désolé, je suis obligé de te mettre à l'écart pour protéger la victime, mais aussi pour te protéger toi, parce que on protège la victime, mais qui se déclare comme telle, et on protège l'auteur qui est désigné par la personne qui a pris la parole, de façon à ce qu'ensuite l'enquête puisse se dérouler dans un climat serein, mais c'est la procédure. C'est la procédure. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire, à améliorer en termes de formation des différents personnels, en termes de prévention, et en termes de prise en charge, même si j'ai envie de dire, à partir du moment où les victimes sont orientées pour être prises en charge, que ce soit par des professionnels de santé, sur le plan médical, psychologique, ou par des professionnels côté juridique, lorsque les victimes arrivent à se retrouver dans ce circuit, à partir de là, elles sont bien prises en charge. Ce qu'il faut, c'est réussir à les orienter. Et là encore, les personnels du milieu sportif ont assez peu de connaissances quant à la façon de savoir vers qui orienter. Alors moi, c'est vrai que j'ai envie de dire, quand on est membre d'une structure sportive, il y a des chances que ça vous arrive, que vous retrouviez à gérer ça au train de votre club. On dit souvent à un conducteur de TGV que dans sa carrière, la probabilité pour qu'il ait un accident de personne, voilà, ça lui arrive au moins une fois dans sa carrière. Bon, il y a des conducteurs de TGV, ça va leur arriver 3 ou 4 fois dans leur carrière. Pas de chance. Et puis il y en a à qui ça n'arrivera jamais. Pour les dirigeants de clubs sportifs, c'est pareil, vous devez partir du principe que ça vous arrivera dans votre carrière, donc que c'est une compétence que vous devez avoir. Pourquoi ? Pour protéger les sportifs, non seulement pour protéger leur intégrité physique, mais aussi pour les protéger en termes de santé mentale
par rapport à tout ce que sont les conséquences psychologiques et traumatiques. J'avais prévu encore un certain nombre d'autres contenus, mais j'ai volontairement passé plus de temps sur ces 2 dernières diapos parce que je savais que j'allais pas arriver jusqu'au bout de mon intervention. Donc je m'en tiens à ça pour ce qui est des profils d'auteurs, et l'idée étant de garder du temps pour les échanges et les questions. Voilà, merci. Les questions pouvant bien évidemment revenir de façon plus centrale sur le sujet du trauma et de tout ce qui tourne autour du trauma, même si le trauma était peu présent dans mon propos, compte tenu de, comme je vous disais, compte tenu de l'absence de données scientifiques sur le sujet. Il y a trop peu d'interventions et de formations obligatoires dans les diplômes du sport sur cette thématique. De meilleurs futurs encadrants formés à ce sujet, ne serait-ce pas l'avenir pour endiguer ce problème ? Alors, il y en a maintenant, et c'est vrai que c'est une évidence que dans un monde idéal, tous les encadrants sportifs se doivent d'être formés à cela. À partir de quand on considère qu'on est formé ? Est-ce que former, ça veut dire être en capacité de mettre en place des actions au sein de la structure ? Est-ce que former, c'est avoir été éduqué, sensibilisé et avoir juste les connaissances ? Former, ça veut dire plein de choses. Et en fait, si on regarde sur le site du ministère des Sports, il y a toute une rubrique éthique, intégrité sportive, il y a un très très grand nombre de supports, des petites vidéos de sensibilisation, des kits à utiliser si on veut mener des actions au sein des structures, des supports qu'il est très facile de s'approprier. Il y a également, ci et là, des propositions de formation qui vont durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alors certes, une formation de 3 heures ou 4 heures, c'est pas ça qui va vous rendre expert quant à la façon de piloter la mise en place de projets de prévention des violences sexuelles. Ça a juste vocation à vous permettre de savoir ce que c'est, comment ça se manifeste, à quoi il faut être vigilant au sein du groupe, quels sont les signes qui peuvent être des signaux d'alerte chez les victimes pour peut-être intervenir et orienter. Donc parfois, 4 heures, ça suffit à ce que notre niveau de connaissance du sujet passe de ça à ça. Donc, est-ce que 4 heures, c'est suffisant ? Pas pour tout, mais être formé 4 heures ou ne pas être formé, moi je pense qu'il vaut mieux être formé ne serait-ce que 4 heures, voire même 2, c'est mieux que rien. Une autre question. Est-ce que l'exposition aux violences sexuelles dans le sport est plus fréquente que dans d'autres contextes ? CF, le discours introductif sur les facteurs favorisant la survenue de violences sexuelles. Alors, pour ce qui est des données qui reviennent de la part d'autres milieux qui sont un peu caractérisés par ce fonctionnement un peu en vase clos, un peu isolé, confiné, aussi, même si ce n'est pas, on va dire, systématiquement les mêmes formes d'isolement et de confinement, on retrouve des taux d'exposition similaires. Alors, soit parce que les sportifs, soit parce que les membres vivent en vase clos, soit parce qu'on est dans des milieux où il y a des enjeux de carrière qui sont dépendants d'autres personnes. Dans le sport, pour que notre carrière progresse, il faut faire la preuve, la démonstration de ses performances qui vont pouvoir être mesurées de façon objective, mais il faut aussi être retenu, sélectionné, identifié. C'est pareil dans tout un tas d'autres domaines, dans les milieux tels que les conservatoires. On passe des auditions, on passe des castings dans le milieu du cinéma, dans le milieu du théâtre. Donc vous voyez, on est dans des milieux où on doit performer,
que ce soit une performance sportive ou une performance artistique, on doit performer et on nous fait comprendre aussi dans ces milieux-là qu'on doit être prêt à tout si on veut réussir. Dans le milieu de la mode, dans un certain nombre de milieux, d'entraînement, de certains professionnels de l'intervention, de gestion des risques, RAID, GIGN et tout ça. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on maltraite les futurs membres du RAID ou du GIGN, mais on les prépare quand même à devoir endurer tout un tas de choses sur le plan corporel. C'est pareil dans le cadre de l'armée, etc. Donc vous voyez, ce sont des contextes dans le cadre desquels il y a des dérapages possibles. Et il y a aussi des cas qui ont été signalés et médiatisés, notamment plutôt dans d'autres pays d'ailleurs, de dérapage au sein de l'armée. Donc on retrouve des modes de fonctionnement un peu similaires, même si on n'a pas toujours des données chiffrées sur ce que sont les taux d'exposition dans ces domaines. On sait que les mécanismes sont les mêmes. Donc il y a quand même une similarité. Là où je pense qu'il y a des différences, c'est quant aux raisons spécifiques qui amènent les victimes à ne rien divulguer. Là, je pense qu'après, chaque domaine a un peu plus de spécificité, a encore plus de spécificité parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais pour ce qui est de données dont on peut disposer, là je suis actuellement en train de coordonner une étude sur les violences sexuelles en contexte universitaire. Là pour l'instant, alors sur la base des pré-tests qu'on a pu réaliser dans le courant de l'année dernière, là on va... La semaine prochaine, on va commencer à analyser le reste des données. Mais là, les premières données qu'on avait eues l'année dernière dans le cadre du pré-test, évaluation des comportements, enfin des violences sexuelles et des comportements sexuels non désirés chez les étudiants par rapport à toutes les activités qui peuvent se passer pour eux, aller à la fac, suivre des cours, faire des travaux de groupe, faire des soirées entre étudiants. Voilà, on est à des taux d'exposition de 20% environ. Et même, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas investiguées systématiquement dans les enquêtes. C'est le fait d'être témoin. Là, on sait qu'en milieu universitaire, on a à peu près 80% des répondants qui nous disent avoir déjà été témoins de violences sexuelles ou de comportements sexuels non désirés. Et là, pour le coup, si on s'intéresse aux répercussions traumatiques, on sait qu'il n'y a pas obligatoirement besoin d'être victime, mais que le simple fait d'être témoin, ça peut engendrer un trouble de stress post-traumatique. Donc là, on est en train de... Pendant très longtemps, on est passé à côté de toute une zone grise, j'ai envie de dire d'une population grise à laquelle on ne s'intéressait pas. Là, on commence à étudier ça, et je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses. Mais à mon avis, dans tous les milieux, on y est, hein. Une question, quel est notre rôle juridiquement et éthiquement ou notre position si dans une enquête anonyme où nous identifions des situations qui devraient être signalées mais que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour le faire? Alors, le principe, c'est un principe de protection. C'est-à-dire si on a des éléments qui sont avérés nous permettant de savoir qu'une personne est en danger, de surcroît, lorsqu'il s'agit d'un mineur, il faut tout de suite faire un signalement, procureur de la République, et puis encore une fois, même pour ce qui est du champ sportif, allez sur le site du ministère des Sports, toutes les procédures de signalement sont indiquées, il suffit de suivre les procédures. Ça n'est pas rien non plus, hein. Ça peut aussi être vraiment traumatisant pour quelqu'un qui a accès à ces éléments d'information et qui se retrouve en situation de devoir faire le signalement. Donc c'est pas évident. Mais oui, on doit, de toute façon, on doit signaler, on doit protéger. Le but n'étant pas de... comment dire ? Il faut avoir en tête que le signalement, c'est pas... Alors oui, ça a vocation à protéger les victimes si on sait que la victime est exposée à des violences répétées.
Mais le signalement, il faut aussi le considérer comme étant la procédure qui va permettre de protéger tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, protéger la personne qui parle et qui se décrit comme ayant subi des violences, mais également protéger la personne qui est désignée comme étant auteur de ces violences. Et c'est si on protège tout le monde que l'enquête va pouvoir se faire. Là, dans la question, si j'ai pas assez d'informations, en tout cas, c'est pas... alors, tout dépend du statut qu'on peut avoir. Si on est, par exemple, professionnel de santé, médecin au sein d'une structure, on peut essayer d'investiguer pour voir un peu si la personne subit des choses. On peut poser des questions. Mais si on a un rôle d'ami, on dit, mais c'est bizarre quand même ce qu'il ou elle subit dans le cadre de son sport, etc. C'est pas... Moi, je considère que ce n'est pas notre rôle d'investiguer, c'est notre rôle d'informer la personne en disant « mais tu sais, ça me paraît bizarre là quand même ce qui se passe, en tout cas, moi ça me paraît pas très normal ». Donc, parce que des fois, le simple fait d'avoir un regard extérieur sur le fait que ce qu'on subit, c'est pas normal, c'est ça qui permet de dire « ouais, mais comme j'ai jamais eu ce discours-là au sein de mon groupe, vu que c'est tout le groupe qui s'en prend à moi, par exemple. » Bon. Donc avoir le regard extérieur, c'est bien. Et puis en tant qu'extérieur, plutôt que de chercher la vérité, on peut, et j'ai envie de dire, on doit orienter la personne en disant « ça me paraît important que tu ailles, que tu fasses la démarche d'aller voir quelqu'un pour parler de ça. » Alors qui est-ce qu'il faut aller voir ? On retourne sur le site du ministère des Sports, c'est quoi les structures d'écoute, de prise en charge et tout ça. La personne va parler et ces structures, là, seront en mesure de dire il y a besoin d'investiguer là parce qu'il y a quelque chose, mais c'est pas à nous d'investiguer. Toujours par rapport au signalement, est-ce qu'il est prévu de pouvoir actualiser, éventuellement compléter vos analyses et avoir peut-être une approche différenciée entre pratiques, notamment celle du haut niveau ? Alors, la question du haut niveau, elle est difficile à traiter parce que c'est pas évident sur le plan scientifique d'avoir des échantillons d'études qui portent sur le très haut niveau. Par définition, des sportifs de haut niveau et de très haut niveau, il y en a très peu. Parmi l'ensemble des gens qui ont une licence sportive au sein d'un club en France, il y en a très peu. Donc c'est difficile d'avoir des données chiffrées qui soient représentatives sur le haut niveau. Il y a certaines études internationales qui amènent à considérer qu'à très haut niveau, on serait plus à risque d'avoir été exposé à ce genre de violence. Alors, ça peut s'entendre aussi par le fait que plus on passe de temps au sein d'un milieu, plus il y a de chances d'être exposé à des choses nocives au sein de ce milieu. Mais peut-être aussi que plus on accède au haut niveau, c'est peut-être qu'on a été prêt à sacrifier un certain nombre de choses ou à subir un certain nombre de choses, mais là on n'a pas en l'état, on n'a pas de données que je considère comme étant représentatives sur des échantillons de sportifs de haut niveau. Ça n'empêche pas qu'ils soient parfois sollicités pour des études, pour des enquêtes, mais aller dire à un sportif de haut niveau de passer 20 minutes pour répondre à une enquête, bon, on va dire le planning des sportifs de haut niveau, allez, j'ose le dire, il est plus chargé que le planning de certains ministres. Attention, ça dépend des ministères. Une avant-dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui implique cette auto-responsabilisation plus importante pour les violences les plus graves, mis à part le délai qui la favorise ? Il me semble que c'est ce qui ressort un peu dans les différentes études
en victimologie. Certains avancent comme hypothèse explicative que ça peut aussi, comment dire, c'est paradoxal de dire ça, mais avoir valeur de protection. C'est-à-dire que protection dans le sens où je cherche à donner du sens. Je cherche à comprendre ce qui m'est arrivé. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Dans la mesure où je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette personne a décidé de me faire ça, c'est une des hypothèses que je vais pouvoir avancer en tant que victime, c'est que peut-être que le problème vient de moi et que j'ai envoyé des signaux, c'est un peu le retournement des cognitions qui peuvent être celles de certaines victimes. Donc, plus il nous arrive quelque chose de grave, plus on a besoin de mettre du sens. Enfin, le sens, c'est protecteur. Et comme on n'arrive pas à en trouver, c'est une tentative sûrement de recherche de sens. C'est une hypothèse parmi d'autres, hein, c'est sûrement pas la seule. Et puis là, pour le coup, je pense que les professionnels qui sont amenés à prendre en charge des victimes d'événements traumatiques seront sûrement beaucoup mieux placés que moi pour répondre à la question. Là, je suis un peu démuni sur celle-là. Une dernière question. Existe-t-il des caractéristiques propres aux situations impliquant des enfants vs des adultes ? Alors, j'ai envie de dire que les situations de groupe, elles ressortent plus fréquemment sur des sportifs à minima adolescents, voire adultes, puisqu'on est dans des phénomènes d'entraînement, de facilitation sociale où certains individus malveillants vont inciter d'autres à commettre des agissements sur les nouveaux qui doivent se laisser bisuter, etc. Donc là, pour le coup, par rapport à ce genre d'agissement, c'est plutôt à partir d'un certain âge que ça se produit. Donc là, les très jeunes sportifs sont vraisemblablement un peu moins exposés à ce genre d'agissement. Par contre, pour ce qui est d'imaginer une configuration où un sportif se retrouverait isolé, comme je disais tout à l'heure, même si ce n'est pas le cas majoritaire, se retrouverait isolé en fin d'entraînement avec un encadrant, etc. Voilà. Là, pour le coup, ça peut survenir tout autant envers des victimes jeunes que des victimes adolescentes ou des victimes adultes. Là, je ne pense pas qu'il y ait de spécificité d'âge. Mais certaines situations, pour le coup, à mon avis, sont plus du ressort de comportements d'adulte à adulte. Avant de laisser le professeur Bobet conclure, il y a une petite dernière question et qui est celle de l'e-sport. Savoir si on a assez de recul et d'études, même si c'est pas, ça dévie un petit peu de la thématique. Non, ça dévie pas tant que ça parce que oui, on a des données sur l'e-sport. Moi, j'ai travaillé également dans le cadre d'un contrat de recherche avec l'entreprise Ubisoft où on s'intéressait à la qualité de vie des joueurs. Des joueurs de jeux vidéo qui passent 10 heures, voire 20 heures par semaine à jouer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, en tout cas, un certain nombre de... Comment dire ? Parmi les caractéristiques qui permettent d'identifier des joueurs qui ont un mode de fonctionnement différent et qui sont à risque de non seulement de nuire à d'autres, mais également d'aller moins bien eux-mêmes. Et certains disent que c'est aussi sûrement parce qu'ils vont moins bien qu'ils s'adonnent à ces comportements-là. C'est ce qu'on appelle tous les comportements de toxicité dans le cadre des réseaux. Alors là, ça concerne les jeux vidéo en ligne. Et en fait,
sur les jeux vidéo en ligne, il y a sur les réseaux, les chats, les façons, les forums de communication où les joueurs peuvent échanger entre eux pendant la partie qui a vocation à durer des heures et des heures. Et voilà, surviennent régulièrement des comportements qu'on considère comme toxiques. Des menaces, des insultes, beaucoup, et dans ces comportements toxiques, énormément de comportements sexistes, avec une hostilité envers les femmes qui est flagrante, qui amène un très grand nombre de joueuses intensives de jeux vidéo à avoir un pseudo ou un avatar masculin pour se protéger de ça. Donc on se rend compte qu'il y a cette toxicité qui est flagrante. Souvent, et ça on a pu l'identifier aussi, c'est des profils de joueurs qui vont moins bien, qui ont un profil de personnalité qui, on va dire, est plus enclin à la réactivité émotionnelle, à l'expression d'émotions négatives. Ce sont des joueurs qui sont plus impulsifs, voilà, donc qui sont plus à risque en tout cas de subir des conséquences négatives du fait de leur pratique intensive du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo là, travaille actuellement à la façon de réfléchit à la façon de pouvoir un peu endiguer ces comportements pour pouvoir un peu bloquer les joueurs ou bloquer les parties des joueurs. Donc c'est à la fois de la prévention et de la répression, un peu punition, mais bon, voilà, il y a des choses qui se mettent en place et qui vont se mettre en place là, mais c'est pas hors sujet parce que là, pour le coup, c'est très sexiste, très homophobe, comme dans beaucoup d'environnements sportifs. Hein, on a bien eu des ministres des Sports qui tenaient régulièrement des propos sexistes et homophobes. Donc voilà, il me revient de conclure cette séance. Alors je voudrais vraiment remercier vivement Greg Descamps pour sa présentation. Moi j'ai appris beaucoup de choses et pourtant je m'intéresse au sujet, donc c'était vraiment intéressant. Et puis d'aller de la recherche aux applications pratiques et aux changements sociétaux, je ne sais pas quel est le bon terme, qu'on pourrait envisager pour améliorer la situation, mais effectivement que chaque club sportif soit préparé, que tout le monde se prépare, et comme vous disiez, pas que les clubs sportifs d'ailleurs, chaque structure, chaque institution qui encadre des enfants, des jeunes en situation de vulnérabilité, quelle qu'en soit la raison, doit avoir dans sa trousse d'urgence un kit « qu'est-ce qu'on fait si ?» et qui doit être précis et qui doit être bien réglementé. La question des divulgations qui se font surtout entre pairs aussi, elle m'a semblé importante parce que ça veut dire qu'il faut donner aussi aux enfants et aux ados les moyens d'agir s'ils reçoivent une telle divulgation, ce qu'ils savent difficilement faire spontanément, quoi. Donc voilà. Alors, je précise que cette conférence on pourra la retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube dans à peu près une semaine, quelques jours, ainsi qu'un interview de Greg Descamps. Je vous dis un mot sur notre prochain webinaire qui se tiendra le 1er octobre. Alors, nous recevrons Véronique Béchu, qui est commandante de police et chef du pôle stratégique de l'Office mineur, OFMIN, qui est un service de lutte contre l'exploitation sexuelle en ligne des enfants, enfin des mineurs, qui appartient donc au ministère de l'Intérieur. Et Véronique Béchu vient d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne ». C'est un sujet qui est encore assez mal connu et que chacun devrait connaître, en fait, puisque ça concerne vraiment
l'ensemble des enfants pour ce qui est de l'exposition à ces contenus, et malheureusement trop d'enfants qui sont utilisés pour produire ces contenus. Donc elle nous parlera un petit peu de tout ça. Notre prochain dossier portera sur les violences sexuelles. Donc vous voyez qu'on suit un peu une thématique là. C'est un dossier qui sera destiné au grand public et aux personnes concernées et dont la parution est prévue début juillet. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos nombreux réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Et vous pouvez également vous inscrire à nos 2 newsletters. Donc il y a une newsletter scientifique qui s'appelle L'actu de la recherche du psychotrauma et une lettre d'information du CN2R. Donc les liens d'inscription à ces 2 newsletters sont disponibles dans le chat. Et vous ne serez pas envahis, chacune poste 1 à 2 messages par mois au maximum. Donc on remercie encore une fois Greg Descamps, l'ensemble des participants, environ 400 personnes inscrites, donc présents en ligne et présents dans la salle, et puis l'équipe du CN2R pour l'organisation. Merci beaucoup à tous et toutes. Merci pour votre accueil.